Merci beaucoup à Paul Salmona pour l'invitation, pour la présentation du colloque. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui, d'avoir été invitée. Merci à l'équipe du MAGE pour l'organisation. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de mon mémoire de fin d'études. J'ai eu la chance de pouvoir le consacrer à la synagogue médiévale de Rouffach. J'ai pour cela été soutenue par le SRA Strasbourg et le Bnei Brit René Hichler, deux organisations que j'aimerais également remercier en leur absence. Et j'ai réalisé ce mémoire à l'université de Bamberg, Otto Friedrich de Bamberg, dans le cadre de mes études en archéologie du bâti et en conservation du patrimoine. Donc avant de commencer, j'aimerais déjà m'excuser si jamais je dois tousser à un moment ou à un autre. J'ai une petite toux qui m'accompagne, ce n'est pas le Covid, mais je préférais vous prévenir. Et j'espère que ne pas mélanger certains mots français et allemands, normalement ça devrait être bon. La synagogue médiévale de Rouffach est un bâtiment tout à fait exceptionnel. Donc ce n'est non seulement l'un des plus anciens bâtiments, le plus ancien bâtiment juif conservé d'Alsace, de France, mais également l'un des plus anciens conservés d'Europe. Donc ce bâtiment a un rayonnement international. Et étonnamment, il a très peu été étudié jusqu'à maintenant. Une seule étude existe remontant à 1905, réalisée par Charles Winkler, qui était conservateur en monuments historiques. Et depuis, il n'y a plus eu de nouvelles études. Ce qui pourrait paraître étonnant en vue du rang de ce bâtiment, mais qui en réalité, la cause en est simple, le bâtiment est habité depuis de nombreux siècles. C'est également la raison pour laquelle il a été aussi bien conservé depuis le Moyen-Âge. Il a été réaménagé il y a bien longtemps en maison d'habitation et jusqu'à aujourd'hui habité. Donc j'ai eu à nouveau la grande chance que les propriétaires m'aient laissé faire cette étude. Les propriétaires sont très âgés et j'aimerais aussi les remercier ici pour leur patience et leur courage de m'avoir accueilli pendant plusieurs semaines dans leur cave et dans leur charpente afin de réaliser cette étude. Donc l'archéologie du bâti, c'est un véritable travail d'enquête et j'aimerais retracer ce parcours que j'ai réalisé donc aujourd'hui avec vous afin de répondre à plusieurs questions. Donc, nous savons que la synagogue remonte à peu près au XIIIe siècle, mais est-il possible de pouvoir dater de manière plus précise la date de construction ? Quelle en a été la forme originale ? À quoi ressemblait la synagogue donc, au XIIIe siècle ? Pouvons-nous trouver des indices sur l'utilisation du bâtiment ? Et de quand date donc ce réaménagement en maison d'habitation ? De plus, il sera important de s'intéresser au relevé de Charles Winkler, afin d'en vérifier l'exactitude et les détails. Donc, nous commencerons par le contexte du bâtiment, un contexte historique et géographique. Puis, je vous parlerai brièvement des méthodes de recherche utilisées donc en archéologie du bâti et plus précisément pour ce bâtiment. Ensuite, je vous présenterai donc les faits du bâtiment. Donc, faits, c'est un terme d'archéologie du bâti pour parler d'indices finalement afin de confirmer ou ne pas confirmer certaines théories. Nous comparerons ensuite donc mon relevé avec le relevé historique de Charles Winkler. Et enfin, je vous parlerai du réaménagement en habitation qui a eu lieu au XVe siècle. Donc voilà, c'est déjà une révélation, mais nous en parlerons tout à l'heure. Commençons par le contexte. Donc, Rouffach se trouve au sud de Colmar, entre Belfort et Strasbourg, sur la route qui longe les Vosges et relie la Bourgogne à Strasbourg. C'est une route commerciale qui existe depuis l'Antiquité. Et Rouffach remonte également à l'époque romaine, car des fouilles archéologiques ont montré qu'il y avait déjà une villa romaine à l'Antiquité. Rouffach a été au Moyen-Âge la capitale de l'Obermundat. Le Haut-Mundat, c'est le nom que l'on donne aux propriétés de l'évêque de Strasbourg au sud de l'Alsace. Donc, c'était une ville qui avait une certaine importance au Moyen-Âge.
Rouffach a une première croissance très forte au XIIIe siècle, comme d'ailleurs la plupart des villes médiévales. C'est à cette époque que la ville se dote de son enceinte urbaine, reçoit un sceau. Certains bâtiments sont construits, comme la halle au blé. La ville a un marché, a un chroniste à partir de cette époque. Et donc c'est le premier grand essor de cette ville. Rouffach connaît son apogée vers le XVIe siècle. Surtout grâce au commerce du vin qui est très répandu dans cette région. Voici le plan de la ville. Donc, la ville s'articule entre deux pôles qui sont le château d'Isenbourg, qui était également la résidence de l'évêque de Strasbourg lorsqu'il venait à Rouffach, et le noyau urbain situé au sud-est de la ville, où se trouve l'église paroissiale, le marché, l'hôtel de ville, la halle au blé, etc. Et ces deux pôles se trouvent de part et d'autre donc de l'axe routier principal reliant la Bourgogne aux villes principales d'Alsace. La synagogue et le quartier entourant la synagogue sont très bien placés, ont une place de choix dans la ville, puisque le quartier juif se trouve entre cet axe routier et le noyau urbain où se trouvait donc la place de marché. Donc, c'est une place commerciale de choix, vu que les marchands passaient donc par cette rue. Il est intéressant de noter que la synagogue ne se trouve pas dans la rue des Juifs, ce qui est plutôt atypique et étonnant. Les raisons pour l'instant ne sont pas connues, mais c'est un fait qu'il est nécessaire de noter. Donc, rapprochons-nous au fur et à mesure du bâtiment. La synagogue se trouve sur une parcelle ici marquée en rouge, qui est les accès se font soit par le nord, par la rue Hulin, soit par une petite impasse du côté sud. La synagogue se compose, donc la synagogue sur un plan carré a sur sa façade sud un petit bâtiment annexe qui s'appuie donc contre ce bâtiment. Il se trouve également deux granges sur la parcelle. Et il est intéressant aussi de noter qu'à l'est de la synagogue, directement passant devant la façade est, se trouve une succession, une enfilade de petites parcelles très allongées qui marqueraient ici en rouge, en rose, qui marquerait probablement un ancien passage, puisque ces parcelles ne sont pas construisibles. Donc il s'agissait sans doute d'un passage qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui pouvait également permettre aux habitants de l'impasse des Juifs, en plus de cette seconde impasse ici marquée à gauche avec la flèche, afin d'accéder au quartier de la synagogue. Donc, le bâtiment aujourd'hui, la photo de gauche vous montre la vue qu'on peut avoir du bâtiment depuis la rue. C'est la seule vue, c'est la seule possibilité de voir ce bâtiment depuis l'espace public, depuis la rue. Je trouve cette photo très intéressante parce qu'elle reflète bien l'emplacement des synagogues au Moyen-Âge, qui ne se trouvent jamais, dont les façades ne donnent jamais sur rue, mais sont toujours placées en retrait des rues, plus à l'intérieur. Il s'agit vraiment du cœur d'un quartier et elles sont assez discrètes généralement, donc assez placées en retrait. La photo de droite nous montre le bâtiment vu de la cour intérieure, donc la façade ouest. Sur la façade est, donc la photo de gauche, vous pouvez voir l'oculus au centre de la façade, confirmant également l'utilisation du bâtiment comme synagogue. Et sur la photo de droite, une ancienne baie jumelée rebouchée qui a été découverte dans les années 80, dont nous reparlerons tout à l'heure. Le bâtiment vu de l'intérieur, donc voici le rez-de-chaussée qui était l'ancienne salle des prières. C'est aussi là où j'ai passé le plus clair de mon temps pendant cette étude. C'est une pièce qui au premier abord ressemble à la plupart des rez-de-chaussée des maisons viticoles de la région, donc tout à fait typique avec ce poteau central supportant les solives et ces murs qui ne sont pas crépis et qui montre vraiment, avec le tonneau en arrière-plan, donc la plupart des rez-de-chaussée ressemblent à cela.
Les bâtiments de la région n'ont généralement pas de cave, donc le rez-de-chaussée fait office de cave et les habitations sont soit à côté de ce bâtiment, soit au premier, deuxième étage. Mais nous voyons déjà ici certains indices nous montrant le passé atypique du bâtiment avec ces nombreuses niches que nous pouvons voir en arrière-plan et par exemple la corniche qui profile les murs. Passons maintenant au contexte historique. Donc d'abord, à propos des sources écrites et des archives disponibles à propos de la synagogue et de la communauté juive. Donc il y a peu de sources datant vraiment de l'époque décrivant la vie de la communauté juive à Rouffach. La plupart des informations que nous avons sont retransmises par des chronistes du 15e et 16e siècle, ce qui est plutôt dommage. Donc nous avons surtout des informations de seconde main. Le meilleur résumé a été réalisé par Ginsburger. En 1905, Winkler, qui s'est plutôt occupé des relevés, comme nous le voyons sur la droite, et Ginsburger ont ensemble publié la seule étude que nous avons sur la communauté juive de Rouffach, et qui est disponible en ligne, si vous voulez regarder par vous-même, sur le site de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. En plus de ces sources écrites, j'aimerais nommer deux ouvrages, deux auteurs, les travaux de Gerd Mencken sur les communautés juives d'Alsace, Gerd Mencken a fait un travail extrêmement minutieux, extrêmement détaillé sur les archives disponibles de ces communautés, ainsi que Simon Paulus, qui a publié vraiment l'ouvrage de référence pour les synagogues médiévales en Ashkénaze. Il a vérifié tous les bâtiments existants, tous les restes et les fouilles archéologiques. Donc si vous vous intéressez à ça, ce serait l'ouvrage à consulter. Je ne sais pas s'il est disponible en français par contre. En termes de chronologie, que savons-nous de la communauté juive ? Donc, la communauté de Rouffach existe probablement environ depuis 1200. La première mention réellement avérée dans les chroniques remonte à 1288. C'était d'ailleurs, pour l'anecdote, un événement plutôt heureux, car l'événement noté était la naissance de quadruplés d'une mère juive. Donc, il valait la peine de le noter. En 1292, donc, l'histoire de la communauté juive est jalonnée par des tensions qui poussaient les Juifs à fuir et les massacres, hélas, comme la plupart des communautés juives médiévales. Les premières tensions remontent à 1292 entre le roi du Saint-Empire germanique et l'évêque de Strasbourg. Les Juifs doivent fuir vers Colmar. Colmar, d'ailleurs, était pour la région du Haut-Rhin la plus grande communauté juive et vraiment la communauté, entre guillemets, de référence. C'est également la seule ville où nous avons la connaissance d'un cimetière juif. Donc, lorsque les Juifs de Rouffach devaient fuir, ils fuyaient à Colmar. En 1308, les Juifs sont offerts à l'évêque de Strasbourg par le roi du Saint-Empire germanique. Ça, c'est un terme qu'on utilise au Moyen-Âge, vu que les communautés juives sont considérées comme des propriétés. Normalement, la propriété directe dans le Saint-Empire germanique du roi ou de l'empereur. Et donc, le roi, en 1308, a fait donation des revenus apportés par les impôts et les taxes supplémentaires que devaient payer les communautés juives à l'évêque de Strasbourg. Quelques mois seulement plus tard, un premier massacre est réalisé contre les Juifs de Rouffach. Seuls quelques-uns survivent. Ensuite, un second massacre, une génération plus tard, donc en 1338, a lieu et met réellement fin à la communauté juive de Rouffach. La dernière mention d'un habitant juif remonte à 1414, mais il n'y aura plus de communauté juive par la suite à Rouffach. Ici, il est peut-être intéressant de noter que donc le XIVe siècle est connu pour être le siècle des persécutions juives, surtout liées à la peste
est lié au parcours d'agitateurs qui traversaient, qui sillonnaient vraiment l'Europe centrale pour tenir des discours de haine contre les Juifs et les accuser de tous les maux, de l'empoisonnement des puits, du meurtre de jeunes enfants, etc. À Rouffach, il est probable que ce ne soit pas forcément que la haine religieuse ne soit pas forcément la première cause de ces massacres et de ces persécutions, mais plutôt une cause politique. C'est ce que Mencken a pu démontrer pour toutes les villes de l'Obermundat, donc les villes qui appartenaient directement à l'évêque de Strasbourg, sont particulièrement touchées par ces massacres, et des massacres particulièrement violents. Et Mencken a émis la théorie que les évêques de Strasbourg étaient très souvent très endettés et exerçaient des pressions économiques particulièrement fortes sur les habitants. Et les habitants, en attaquant les communautés juives qui donc appartenaient, entre guillemets, à l'évêque de Strasbourg, en réalité touchaient l'évêque de Strasbourg directement en le privant de revenus, d'une source de revenus importante. Donc il émet la théorie, surtout car en 1338, la persécution, le massacre à Rouffach a lieu quelque peu avant la plupart des massacres en Alsace. Donc c'est un peu trop tôt finalement pour les persécutions liées à la peste et par exemple aux agitateurs comme Armleder qui sillonnaient également l'Alsace. Et il émet plutôt la théorie donc, que c'est vraiment lié à une sorte de révolte contre l'évêque. Il justifie cela également par le fait que ce massacre a été réalisé simultanément à Soultz, donc à deux villes en même temps, et a été réalisé le 25 janvier, qui est la date de la fête de la Conversion de Saint-Paul, donc un jour hautement symbolique, qui tombait en plus cette année-là un dimanche. Donc il semble vraiment que ce soit un pogrom qui ait été planifié et qui pouvait possiblement, car l'évêque de Strasbourg à ce moment-là était très endetté, et allait juste quelques mois plus tard devoir payer une rançon énorme à l'un de ses concurrents. Et donc voilà, c'est cette théorie que la raison principale serait plutôt politique qu'une haine religieuse ou une colère qui évidemment avait été également présente, mais peut-être plus secondaire ici. Pour la synagogue de Rouffach, qu'en savons-nous, que nous disent les sources? Nous avons une première mention en 1309. Ensuite, donc le bâtiment a certainement été vendu en 1338-1339 par l'évêque, qui donc avait besoin de sous, enfin de ressources financières, après la perte entre guillemets de ces communautés juives et des revenus. Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé avec le bâtiment. Il a peut-être été laissé à l'abandon, peut-être conservé. En tous les cas, en 1487 et 1531, nous avons deux actes de vente. Donc, le bâtiment est mentionné comme Judenschule, qui est le terme allemand et alsacien pour synagogue, qui signifie école des Juifs. Donc, ce qui est aussi intéressant de noter ici, c'est que le passé du bâtiment n'avait pas été oublié. Les Roufachois savaient que ce bâtiment avait été la synagogue, vu que 3 siècles plus tard, ils continuent à le nommer comme étant l'ancienne synagogue. En 1870, le bâtiment est à nouveau découvert par Charles Winkler, qui ensuite, arrivé à sa retraite, se consacrera plus longtemps à ce bâtiment et réalisera son étude. En 1921, le bâtiment est inscrit au patrimoine, et en 1980, les propriétaires réalisent d'importants travaux de rénovation qui amèneront de nouvelles découvertes, dont nous parlerons tout à l'heure. Pour les méthodes de recherche, donc, le travail que j'ai effectué est un travail d'archéologie du bâti. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec les méthodes liées à l'archéologie du bâti. D'accord. Alors, l'archéologie du bâti, c'est un sujet assez intéressant parce que nous nous trouvons à peu près à cheval entre l'archéologie classique et l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture.
En Allemagne, l'archéologie du bâti est un peu différente, ne s'appelle d'ailleurs pas archéologie du tout. Je n'ai pas fait d'études d'archéologie. J'ai fait des études d'ingénieur, donc de construction et d'histoire de la construction. Et en allemand, ça s'appelle Historische Bauforschung, donc qu'on pourrait traduire par la science de la construction historique ou les recherches en bâtiments historiques. Et les méthodes doivent être interdisciplinaires, car pour les bâtiments conservés en élévation, il existe non seulement une multitude de matériaux, donc non seulement la pierre, mais également le bois, le métal, le verre. Et nous nous rapprochons plus de l'histoire de l'architecture finalement. Donc comment ont été construits les bâtiments, comment fonctionnent-ils en termes de structure, en termes d'analyse des forces, pourquoi y a-t-il des dégâts à certains endroits, serait-ce lié à différentes phases, etc. Donc le côté constructif est beaucoup plus important. Et les sources disponibles pour le bâtiment sont aussi plus nombreuses qu'en archéologie, puisque nous avons affaire non seulement au bâtiment en tant que matériau d'archives, mais à des sources écrites, des images, des plans, etc. Donc il faut travailler un peu plus, de manière un peu plus interdisciplinaire. Et il y a en plus, donc là je vous montre quelques éléments, quelques méthodes que j'ai utilisées pour réaliser ce travail. Donc, surtout en Allemagne, l'archéologie du bâti est très axée sur les relevés. Donc, j'ai réalisé non seulement des relevés par tachéomètre au 1/50e, mais également des relevés à la main. Donc, ça, ce sont des méthodes d'archéologie classique également, pierre par pierre, pour vraiment bien comprendre comment fonctionnent les façades, comment fonctionnent les murs, existe-t-il des joints, y a-t-il des changements dans la méthode de maçonnerie, etc. Et les relevés allaient jusqu'au détail, au 1/10e, 1/5e, pour certains points, par exemple pour la charpente. Savez-vous ce qu'est la dendrochronologie ? Non plus, d'accord. La tachéométrie, c'est un outil de mesure. C'est un appareil qui permet de mesurer au laser, de prendre des points et de tracer des plans. Et la dendrochronologie, ça c'est une méthode absolument essentielle à l'archéologie du bâti et qui permet de dater à l'année près des bois de construction. Donc, en fait, la dendrochronologie fonctionne en prenant des échantillons des années de croissance. Donc là, vous voyez sur l'image, ce sont tous les échantillons que nous avons pris dans ce bâtiment. À chaque fois, donc, nous avons des petites calottes, des petits échantillons avec toutes les années de croissance. Et qui nous permet de dater la date d'abattage de l'arbre, qui correspond à la dernière année de croissance de l'arbre. Au fur et à mesure, d'une année à l'autre, le temps change, le climat change, les années sont plus chaudes ou plus froides, ce qui permet en fait, ces échantillons correspondent presque à une sorte de code barre des années vécues par l'arbre. Et en comparant ces courbes de croissance à des courbes de référence, nous pouvons dater à l'année près la date d'abattage de l'arbre. Et une spécificité des bois de construction jusqu'à la révolution industrielle, les bois sont montés verts, c'est-à-dire il n'y a pas de temps de séchage pour les bois de construction. Les bois sont directement montés l'année suivant l'abattage, ce qui permet de dater non seulement la date d'abattage de l'arbre, mais la date de montage, de construction du bâtiment dans lequel se trouvent ces poutres ou ces solives, ces poteaux, etc. Donc ici, nous avons pu dater le poteau dans la cave, donc le rez-de-chaussée, le plafond surmontant ce rez-de-chaussée, ainsi que la charpente. Et tout a pu être datable, tous les échantillons ont pu être datés, mais ça, je vous en dirai plus lorsque nous parlerons du réaménagement. Enfin, il était très important de superposer les relevés effectués par Winkler et par moi-même en 2020, afin de comparer et de voir un peu le travail qu'a réalisé Winkler et peut-être l'une ou l'autre correction qu'il est nécessaire d'apporter. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons déjà par l'extérieur du bâtiment.
Voilà, donc c'est vraiment ce travail d'enquête de chercher des indices afin de retracer, de reconstruire l'état d'origine, la forme d'origine du bâtiment. Donc à l'extérieur, commençons donc par l'extérieur, nous avons sur 3 côtés de la synagogue, comme vous voyez en haut à droite sur le plan, c'est très rouge. Sur 3 côtés de la synagogue, nous avons des retraits. Les murs extérieurs, les façades extérieures réalisent un retrait à environ 2,30 m, 2,40 m, 3 m de hauteur. Donc Winkler avait analysé ces retraits comme étant la limite entre les murs historiques, l'élévation historique d'origine de la synagogue, et une reconstruction plus tardive, donc au-dessus de ce retrait. C'est une idée qui est un peu difficile à accepter, surtout si l'on voit par exemple sur la photo numéro 4, tout à droite, que sur la façade nord, le retrait s'accompagne de corbeaux à distance régulière. En fait, il s'agit d'un retrait de mur afin de placer une solive sur laquelle vient s'appuyer la charpente d'un bâtiment aujourd'hui disparu. Donc en fait, ces retraits correspondent à des bâtiments qui étaient vraiment accolés à la synagogue, qui ne sont maintenant qui n'existent plus, mais dont les retraits subsistent, qui étaient vraiment donc le point d'appui de la charpente d'un bâtiment qui n'existe plus. Ça, c'est un fait que l'on retrouve dans beaucoup de synagogues. Beaucoup de synagogues médiévales n'étaient pas il n'était pas possible de circuler librement autour. Il y avait de nombreux bâtiments donc, qui venaient se coller entre guillemets à l'espace de prière, à la synagogue. Donc ici 3 exemples où la synagogue possède donc 3 bâtiments de 3 côtés, donc nord, ouest et sud, ici pour ces 3 exemples, à Sopron, Vienne et Prague. Donc 3 bâtiments du XIVe siècle environ. Et ces bâtiments annexes autour de l'espace de prière avaient par exemple la fonction soit de salle de prière pour les femmes, ou de vestibule d'entrée, donc on n'entrait pas directement dans la synagogue depuis l'extérieur, mais il y avait une sorte de vestibule, de sas, entre guillemets, afin d'entrer dans la salle de prière, ou également de corridors afin de lier ces bâtiments entre eux, ou d'autres fonctions qui ne sont pas connues aujourd'hui, peut-être une salle de réunion, une salle de classe. Ouais. À l'extérieur, nous avons encore un fait tout à fait intéressant au sud, donc en réemploi, un fragment du tympan de la porte d'entrée de la synagogue. Donc ça, c'est un fait qui confirme vraiment l'utilisation du bâtiment comme lieu de culte au Moyen-Âge. Il se trouve ici donc en réemploi dans cette annexe au sud qui est venue au XVIIe, XVIIIe siècle, donc qui n'est pas médiévale. Mais ce fragment a donc été réutilisé comme linteau pour une porte plus basse actuellement et qui porte l'inscription « Les pierres des portes de la maison de Dieu offrit David, fils d'Israël ». Donc il s'agit bien là de la maison de Dieu de l'ancienne synagogue de la ville de Rouffach. Entrons maintenant à l'intérieur du bâtiment. Donc je vais vous faire un tour des 4 vues intérieures de la salle de prière, avec les faits les plus importants de chaque façade, de chaque élévation. Donc commençons par le côté nord. Donc ça c'est un plan avec les phases de construction que j'ai coloré mon relevé en délimitant grâce à l'étude précise de la maçonnerie des appareils les différentes phases. Donc nous voyons ici déjà 2 niches colorées en bleu et la corniche qui accompagne 3 des 4 murs des 4 élévations intérieures. Il faut remarquer déjà qu'il n'y a pas de joint dans l'appareil, donc le bâtiment est principalement vraiment un bâtiment neuf du XIIIe siècle. Il n'y a pas de bâtiment plus ancien à cette phase.
Et vous voyez ici en haut, entourant les corbeaux sur lesquels vient s'appuyer le plafond du rez-de-chaussée, qui sont colorés en violet autour. Là, il s'agit bien d'un ajout postérieur à l'utilisation de la synagogue, où on est venu ajouter ces corbeaux dans les murs afin de pouvoir monter, de pouvoir construire ce plafond. Ce qui est intéressant de ce côté, donc à côté, nous avons deux ouvertures qui sont rebouchées, ici en brun, et de part et d'autre de l'ouverture gauche, il y a ces espèces d'ouvertures en fente, également colorées en violet, directement sous la corniche. Donc ces fentes ne peuvent pas avoir eu une fonction de fenêtre, la taille ne correspond pas. Il s'agit bien plus certainement, ici vous avez encore une image avec deux de ces ouvertures en fente directement sous la corniche. Sur celle de droite, vous voyez qu'il y a deux briques qui définissent cette ouverture en fente. Donc un travail un peu plus précis avec les briques. Et ces fentes, si nous les mettons en relation avec le retrait du mur du côté nord, avec ces corbeaux et ce retrait, nous avons une fonction qui se retrouve dans de nombreuses synagogues du XIIIe, XIVe siècle en Ashkénaze, la fonction d'une salle de prière pour les femmes. Donc, c'était une salle qui se situait au nord de la salle de prière principale et qui était donc, et ces ouvertures en fente permettaient aux femmes qui se trouvaient dans cette seconde pièce de suivre les célébrations et les messes menées donc par le rabbin dans la salle principale. Continuons sur le côté, la vue est, donc la façade la plus importante et la plus sacrée, vu que s'y trouve l'arche sainte de la Torah, l'Aron HaKodesh, en son centre. Nous voyons ici de nombreuses niches, au nombre de 6 ici, ainsi que donc, cette corniche qui continue d'accompagner le mur, mais qui est interrompue en son centre par l'emplacement de l'Aron HaKodesh. Ici, vous avez quelques images des niches qui étaient pour la plupart fermées, qui avaient un petit panneau dont reste la trace des gonds indiquée par les flèches. Et sous certaines de ces niches se trouve une sorte de renfoncement dans le mur, comme vous pouvez le voir sur les deux images de droite, directement sous la niche, dont la fonction n'est pas tout à fait clarifiée. Il est possible qu'il y avait un panneau, une sorte de lambris, soit de décoration, ou soit une sorte de petite table devant la niche afin d'étudier les livres qui seraient stockés, donc qui seraient rangés dans la niche, de pouvoir les retirer et travailler directement devant la niche. Ça, ce sont des fonctions qui ne sont pas tout à fait claires encore. Il y a peu d'exemples de comparaison pour ces niches qui sont vraiment au nombre de 12. C'est un nombre très élevé à Roufax, ça c'est très unique. Nous n'avons pas d'éléments de comparaison. Il n'y a pas d'autres synagogues médiévales qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui avec autant de possibilités de rangement à l'intérieur. Et pour l'Aron HaKodesh, pour le sanctuaire, l'Arche Sainte, il est difficile de savoir à quoi elle ressemblait à l'époque. Donc Winkler, pour cet emplacement, reconstruit une abside. Vous voyez sur la photo, la deuxième photo, la flèche qui montre un peu donc, le renfoncement du mur à cet endroit, qui pourrait correspondre donc, à une ancienne abside qui sortait de la façade est et où se trouvaient les rouleaux de la Torah. Mais aujourd'hui, le mur est difficile à lire, les joints ne sont pas très clairs, et il est donc, comme vous voyez sur la photo de gauche, les deux flèches indiquent il semble y avoir une fissure séparant deux appareils, mais voilà, c'est difficile à dire avec précision. Sur le côté sud, nous avons au milieu l'accès actuel à cette pièce, mais qui est plus tardif. Et à droite de cet accès actuel, il y a donc ce rectangle violet correspond au rebouchement d'une ouverture plus ancienne, d'une porte plus ancienne. Devant, en jaune, c'est un pressoir du vignoble qui est bien plus tardif.
Si nous nous approchons un peu plus de cette ancienne ouverture, nous voyons donc la porte était plus élevée que le plafond actuel, donc est vraiment bien antérieur au montage de ces plafonds. Et il reste même, sur la photo de droite, vous voyez où sont les flèches, il reste même l'enduit qui donc couvrait l'embrasure de cette ancienne porte. Et si nous comparons avec le retrait qui se trouve du côté sud, que vous voyez sur la photo de gauche, si nous ajoutons donc cette ancienne ouverture, la présence du retrait et la hauteur présumée de l'ancienne porte d'entrée, si nous assemblons ces trois faits ensemble, il est tout à fait possible qu'au sud de la synagogue se trouvait un vestibule, donc une pièce qui permettait une pièce d'entrée avant d'entrer dans la salle de prière, et où se trouvait donc le tympan avec l'inscription hébraïque qui nous est conservée aujourd'hui. Finissons maintenant par le côté ouest. Donc c'est le côté le moins important de la synagogue. Il n'a d'ailleurs pas de corniche et pas de niche non plus. Et il est caractérisé par des ouvertures plus tardives de fenêtres et une porte permettant d'accéder par la cour intérieure du bâtiment. La corniche, donc vous voyez ici en plan, accompagne 3 des 4 vues intérieures du bâtiment. Ici, il est curieux de noter que le profil n'est pas toujours le même. Sur le côté nord, à gauche, se trouve un profil plus simple. Je n'ai pas d'explication pour cela, je ne sais pas pourquoi il y a un changement de profil. Et sur le dessus de la corniche, avec les 2 flèches rouges, vous voyez le reste d'anciennes fixations qui permettaient sans doute la fixation de panneaux en bois afin de couvrir la corniche. Et sur cette corniche étaient sans doute placées de nombreuses lampes afin d'éclairer l'intérieur. Passons maintenant à la question de la forme d'origine du bâtiment. Donc, nous avons maintenant parlé des bâtiments annexes qui entouraient la synagogue ainsi que de l'intérieur, avec donc l'arche sainte, les corniches permettant d'accueillir le luminaire et les nombreuses niches, ainsi que les fentes permettant aux femmes de suivre les prières menées par les hommes. Mais qu'en est-il maintenant du plafond de cette pièce ? Donc de nombreuses synagogues médiévales, d'ailleurs la plupart qui nous conservaient, se terminaient par des voûtes qui étaient souvent soutenues par un pilier central. Les murs sont un peu fins pour une voûte à Rouffach, et nous n'avons pas d'éléments permettant de conserver une voûte. Mais s'agissait-il d'un plafond plat, peut-être d'une voûte en bois ? Donc Winkler avait reconstruit le bâtiment avec un toit en bâtière au-dessus du premier étage. Vous voyez ici sa reconstruction qu'il faut prendre avec un grain de sel. Il avait placé l'entrée principale sur la façade ouest, ce qui n'est pas possible au vu des nouvelles découvertes. Et sans ces bâtiments connexes qui manquent ici, il avait placé également une galerie des femmes à l'intérieur du bâtiment. Ça c'est également un fait qui est... il est aujourd'hui avéré qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de galerie des femmes en Ashkénaze. Mais ça, c'était quelque chose que Winkler ne pouvait pas savoir à l'époque. Il avait très peu de sources à sa disposition, donc ce qui pourrait expliquer sa reconstruction un peu erronée. Donc ici, avec cet escalier qui menait à cette soi-disant galerie des femmes. Et il repose cette reconstitution, cette hypothèse, sur un joint qu'il a observé sur la façade est. Donc en 1906, la façade est était décrépie, et ce qui lui a permis d'observer 2 joints qu'il assimile à la limite d'un pignon, donc commençant au-dessus du premier étage. Maintenant, nous avons 3 nouvelles découvertes essentielles qui sont liées aux travaux de rénovation des propriétaires dans les années 1980. À cette époque,
les propriétaires ont décrépit le mur du second étage et ont fait de nombreuses découvertes et ont eu la merveilleuse idée de réaliser un croquis avec des mesures, donc un relevé presque archéologique simplifié des façades, des vues intérieures, des murs au second étage. Donc le second étage, nous sommes ici au niveau de l'oculus, sur le relevé de Winkler à droite. La première chose que les propriétaires ont découvert, déjà c'est la présence de cette ancienne baie jumelée à l'extérieur sur la façade ouest. Cette baie jumelée stylistiquement peut être replacée dans le XIIIe siècle. Et en plus de cela, depuis l'intérieur, les propriétaires ont vu 2 fenêtres par côté rebouchées à l'intérieur, qui se trouvaient également, si nous comparons maintenant la hauteur à l'extérieur et la hauteur à l'intérieur, elles correspondent. Donc la baie jumelée vue à l'extérieur correspond ici à la fenêtre rebouchée au nord-ouest, sur la façade ouest du plan que vous voyez ici à droite. Donc nous avons une certaine régularité de fenêtres qui sont placées au niveau du plafond actuel entre les premiers et seconds étages. Donc ces ouvertures doivent être antérieures aux 2 étages actuels d'habitation. Maintenant, la question qu'il se doit de poser est: correspondent-ils à la synagogue ou correspondent-ils à une première phase d'aménagement qui a ensuite été complètement modifiée et reconstruite par la suite mais je tendrais plutôt pour une utilisation, je tendrais plutôt à ce que ces fenêtres rebouchées correspondent à la synagogue, car sinon la hauteur des plafonds qui en découlerait serait quelque peu étrange. Donc si vous voyez ici à l'extérieur la hauteur du bâtiment et la hauteur de cette fenêtre, ça donnerait un partage de l'espace intérieur par un plafond à peu près en son milieu, et ce qui donnerait 2 très hauts étages avec un seul plafond au milieu. Donc c'est une possibilité, mais qui est peut-être moins probable que le fait que ces fenêtres correspondent bien à la synagogue. Une deuxième chose absolument exceptionnelle que les propriétaires ont documentée, les propriétaires ont prélevé une douzaine de poteries de céramique ancienne des murs du second étage. Donc la propriétaire à l'époque avait noté l'emplacement de 6 d'entre elles, qui se trouvaient ici sur le plan de droite, surtout dans les coins à l'est de la synagogue. Et ces poteries sont datées, sont tout à fait datables stylistiquement, également entre le XIIe et le XIIIe siècle. Donc ces céramiques étaient placées à l'horizontale, étaient vraiment encastrées, faisaient partie de l'appareil de maçonnerie. Et l'orifice était placé vers l'intérieur. Donc imaginez ces poteries placées à l'horizontale avec l'orifice donnant vers la pièce intérieure. C'est un détail que nous connaissons également de certaines églises du XIIIe siècle. Et nous pensons que ces céramiques avaient l'usage de pots acoustiques. Donc à l'époque, apparemment, au XIIIe siècle, il y avait cette idée d'essayer d'améliorer l'acoustique de certaines églises, ou ici certainement de la synagogue, par ces pots encastrés dans les murs, de part et d'autre des fenêtres, où viendraient se perdre les échos peut-être lors des cérémonies. Troisième élément, également noté par les propriétaires, ils ont inscrit la position non pas d'un mais de 2 oculus de part et d'autre, ce qui est tout à fait logique d'avoir un oculus sur la façade est et sur la façade ouest. Ici avec donc un oculus quintilobé qui correspond aussi tout à fait au XIIIe, XIVe siècle stylistiquement.
Et voilà, donc ils ont également montré qu'il y avait bien un oculus à l'ouest. Donc ici, vous avez en résumé ces 3 éléments découverts lors des travaux de rénovation des années 80. Autour du plan du second étage, vous avez projeté les murs de chaque pièce. Ça, ce sont les croquis originaux faits par les propriétaires. Donc, vous voyez avec les mesures et les petites notes. Donc, nous avons en orange ces anciennes fenêtres, en vert les 2 oculus, et en rouge certaines des 12 poteries. Donc, elles n'ont pas toutes été. L'emplacement n'a pas été documenté de chacune de ces poteries, mais au moins 6 d'entre elles qui se trouvaient donc dans les coins de la pièce à l'est. Cela nous donne l'aspect suivant maintenant en coupe de la synagogue. Nous avons donc ces nombreuses niches en bas au rez-de-chaussée avec la corniche. Ici, l'aspect de l'Aron HaKodesh correspond à celui qu'avait reconstruit Winkler. Winkler avait pu observer la façade est sans son enduit et avait pu voir certains détails qui le avaient poussé à reconstruire l'Aron HaKodesh comme ça, avec donc une abside semi-circulaire surmontée d'un petit toit avec cet arc de décharge par-dessus. Nous avons les bâtiments donc, qui sont reconstruits, dont nous ne connaissons pas la taille et l'aspect de part et d'autre de la synagogue. Ici, donc à gauche, sur le côté, donc la façade nord, nous avons la synagogue des femmes avec les fentes d'écoute. Et sur le côté sud, le vestibule avec l'ancienne porte d'entrée. Et bien en hauteur par-dessus, à la hauteur de l'actuel second étage, ces fenêtres rebouchées et ces poteries qui accompagnaient donc les murs à cette hauteur. Cela nous pose un certain problème avec la reconstruction que Winkler avait faite de ce bâtiment. Surtout, il y a une contradiction très forte entre les observations de Winkler et les observations actuelles. Il n'est pas possible que ces céramiques datent de la synagogue si, selon Winkler, un joint vient partager l'ancienne maçonnerie à l'intérieur donc de cet ancien pignon qu'il avait interprété, et la nouvelle maçonnerie qui, donc d'après lui, ici en vert, serait venue plus tardivement. Donc là, il y a une réelle contradiction. Maintenant, la question qu'il se doit poser, donc les céramiques datent très certainement de l'époque de la synagogue. Est-il possible que Winkler ait peut-être confondu un hasard dans l'appareil avec un réel joint? Je pense que oui, également, car il n'avait pas inscrit le quintilobe dans l'oculus. Donc peut-être qu'il n'a pas vu d'assez proche, peut-être qu'il n'avait pas non plus d'échafaudage à l'époque, sinon il aurait très certainement vu le quintilobe dans l'oculus, aurait documenté ce quintilobe et aurait donc peut-être vu qu'il n'y avait pas de joint de part et d'autre de la façade. Cela nous donne maintenant 2 variantes quant à l'aspect du toit au-dessus de la synagogue. Donc vous avez ici, à titre de comparaison, tout à gauche, la variante de Winkler, avec ce toit à 2 versants commençant au niveau du premier étage. Et maintenant 2 variantes qui sont possibles. Donc une variante qui finalement est très similaire à l'aspect actuel du bâtiment avec un toit à 4 versants, ou une variante avec un toit en bâtière et un mur pignon qui n'aurait certainement pas de fenêtre, car l'oculus doit toujours être la fenêtre la plus élevée d'une synagogue. La variante à gauche nous donnerait un plafond plat au-dessus de la salle de prière, et la variante numéro 2 permettrait également une voûte en bois qui est connue d'autres synagogues, comme par exemple à Erfurt, qui a également un très haut mur pignon, un toit très pentu avec une voûte en bois. Donc c'est une possibilité. Je tendrai plutôt vers la possibilité numéro 1 en termes d'esthétique et de proportion.
mais la variante 2 est également possible. Passons maintenant au relevé historique de Winkler. Alors, je vous propose, si vous voulez, de jouer au jeu des 7 erreurs, en comparant le nouveau relevé effectué ici en 2020 au tachéomètre, donc au laser, à gauche, et le relevé de Winkler. Donc, je vous épargne le travail. Ici en rouge, vous avez mon relevé superposé au relevé dessiné à l'encre par Winkler. Il est très important de comparer ces relevés car étant donné que les prises de mesure de Winkler avaient été les seules sources pour la recherche jusqu'à aujourd'hui pour les chercheurs s'intéressant aux synagogues médiévales, c'est son travail et c'est son plan que l'on retrouve très souvent dans les travaux sur les synagogues médiévales, car il n'y en a pas d'autres. Mais utiliser un plan erroné pour la recherche, évidemment, falsifie également les résultats et les théories que peuvent émettre les chercheurs. Donc, premièrement, Winkler a placé... Finalement, pour résumer, Winkler a eu cette tendance qui était très commune à son époque et qui était de mélanger des restitutions, des reconstructions qui étaient émises par sa personne, donc de mélanger ses hypothèses avec les relevés qu'il a réellement fait sur place. Donc, par exemple, vous voyez sur la façade nord, Winkler a placé 6 niches avec une certaine régularité et ces niches n'existent pas. Il a tout simplement il a vu qu'il y avait beaucoup de niches et a décidé qu'il fallait une régularité et les a placées, on a placé de nouvelles qui ne sont pas présentes. Ou par exemple, sur le côté est, il a déjà reconstruit l'abside dans son relevé. Alors qu'à son époque, l'abside était déjà rebouchée. Du côté ouest, par exemple, là, il a bien placé la porte actuelle qui permet l'accès depuis la cour intérieure, mais a indiqué qu'il pensait que cet accès était postérieur à la synagogue et a indiqué comme commentaire qu'il pensait que la porte d'origine était bien placée au centre du mur ouest. Également, sur le bâtiment annexe, qu'il note également comme étant plus tardif, comme remontant au XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas une reconstitution, exacte de son hypothèse concernant la synagogue, c'est vraiment un mélange de relevés et de reconstitution. Il a placé donc tout en bas, vous voyez, sur la façade sud de l'annexe, il a placé une porte au centre de ce mur où se trouvent les fragments du tympan de la porte d'entrée, mais il l'a placé au centre, ce qui me semble plutôt étrange car sur place, vous voyez juste à gauche que la porte n'est pas au milieu mais un peu des accès du côté ouest. Donc voilà, donc c'était commun à l'époque, c'est à peu près l'époque de Viollet-le-Duc, donc de reconstruction quelque peu idéalisée des monuments historiques. D'ailleurs, Winkler était nommé le Viollet-le-Duc alsacien, car il avait aussi cette petite tendance avec ses grands projets de rénovation en tant que conservateur des monuments historiques, de mélanger quelque peu ses théories au bâtiment historique tel qu'il était. Qu'en est-il après l'abandon de la synagogue ? Donc, la fin de la communauté juive à Roufak prend date en 1338 avec le dernier pogrom mettant fin à cette communauté. Par la suite, le bâtiment est réaménagé. Donc, nous ne savons pas nous ne connaissons pas la fonction du bâtiment juste après cet abandon ou cette vente après 1338. Mais grâce à la dendrochronologie, nous avons pu donc dater le poteau du rez-de-chaussée, les solives du plafond du rez-de-chaussée, ainsi que la charpente.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle que tous les échantillons aient pu être datables et remontent tous exactement à la même date qui est 1453-1454. Le D dans la date montre que c'est une datation qui est effectuée par dendrochronologie, ça c'est une nomenclature. Et 1453-1454, donc cette double date vient du fait que les bois sont généralement abattus au printemps, et donc dans l'année qui vient, donc ils sont abattus en 1453, mais nous ne savons pas si le chantier a eu lieu encore la même année ou l'année d'après. Donc 1453-1454. Oui, c'est très imprécis, vous avez raison. Ce qui est donc très intéressant, c'est que nous avons la même date donc pour le plafond au-dessus des rez-de-chaussée et la charpente, ce qui nous montre finalement que le chantier de réaménagement, ce travail de réaménagement qui a eu lieu à l'époque est extrêmement efficace. Les ouvriers de l'époque ont décidé de laisser tels quels les murs extérieurs, qui devaient être en bon état donc au XVe siècle, et ont tout simplement monté des corbeaux dans ces murs, posé de plafond et remplacé la charpente par une nouvelle charpente sur le dessus. Donc finalement, ils ont vraiment travaillé avec ce bâtiment historique, comme on dirait aujourd'hui, peut-être pas comme aujourd'hui avec cette idée de conservation, mais plutôt cette idée d'efficacité, de garder le plus possible de la substance, mais de refaire l'intérieur et de rendre ce bâtiment habitable. C'est simple, c'est efficace. Nous avons également, datant du XVe siècle, des restes d'une sablière de plancher d'une Stube. La Stube, donc en allemand la Stube et en alsacien la Stube, est une pièce, et la seule pièce chauffée d'un bâtiment, c'est une pièce de vie dans une maison historique en Alsace, d'ailleurs comme dans tout le sud de l'Allemagne. Donc c'est une pièce qui est directement accolée à la cuisine, et c'est une pièce qui est toujours dotée d'un four en céramique ou d'un four en fonte, et qui est lambrissé, donc qui possède une isolation supplémentaire et qui la rend donc bien plus chaude et bien plus habitable que le reste de la maison. Donc ici nous avons un bel exemple finalement d'une maison du XVe siècle qui caractérise le plus le bâtiment actuel. Donc il y a ce passé extraordinaire de synagogue, mais qui depuis 550 ans, 570 ans, sert d'habitation depuis cette époque. Et le fait que le bâtiment est toujours dans sa forme actuelle, après 500, 600 ans, montre bien que ce chantier de l'époque était un chantier efficace, une architecture très fonctionnelle, qui n'a pas été modifiée fortement depuis et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. L'ouverture, l'accès à cette maison se faisait par une entrée surélevée qui aujourd'hui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment annexe du côté sud et qui est encore conservé aujourd'hui avec son mécanisme, enfin l'empreinte du mécanisme de fermeture qu'il avait. Donc en conclusion, je vous montre les reconstitutions. Donc déjà, comme on vient d'en parler, la deuxième phase, au centre de l'image, vous voyez donc vue du sud-ouest, en bleu, cet ancien escalier qui menait à cette porte d'entrée du bâtiment tel qu'il a été rénové au XVe siècle en bâtiment d'habitation. Maintenant, chronologiquement, nous avons une première phase qui est peut-être datée stylistiquement à la deuxième moitié du XIIIe siècle. Cette date vient des éléments stylistiques, donc de l'oculus, du tympan de la porte d'entrée, de ces fenêtres, de cette baie jumelée trilobée dont des fragments subsistent dans la façade ouest, ainsi que les poteries conservées dans les murs. Donc tout parle, on peut, je pense, partir du principe que ce bâtiment a bien été construit dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
Ensuite, il y a évidemment une part de mystère quant à l'utilisation du bâtiment entre son abandon au milieu du XIVe siècle, donc après le pogrom en 1338, et ce réaménagement en 1454. Ça, je ne peux pas non plus vous dire ce qu'il en a été. Peut-être que le bâtiment a été abandonné, peut-être qu'il y avait déjà une sorte d'utilisation comme lieu d'habitation ou comme cave à vin. Vous voyez également ici à gauche la reconstruction de la synagogue avec ses bâtiments annexes. Donc vous voyez l'image du haut montre le bâtiment du côté sud-ouest avec ses fenêtres, l'oculus, le vestibule. Le bâtiment annexe du côté ouest n'a pas de fonction clarifiée. Et la synagogue des femmes, la salle de prière des femmes du côté nord, avec, donc vous voyez sur l'image du bas, la vue du bâtiment du nord-est et l'abside sur la façade est dont nous ne connaissons pas la forme, qui a peut-être été semi-circulaire, comme l'avait indiqué Winkler dans sa reconstitution. Voilà, donc ensuite le passage presque comme le bâtiment actuel de 1454 à environ jusqu'au XVIIIe siècle, où vient s'appuyer le bâtiment annexe sur la façade sud. Et ça, c'est l'aspect que ce bâtiment a jusqu'à aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'ai encore, attendez, avant, j'ai un petit bonus que j'avais gardé au cas où il me restait un peu de temps et que j'aimerais vous montrer. Et c'est le graffiti du profil d'un homme au chapeau juif qui se trouve au rez-de-chaussée sur la façade sud, sur le côté extérieur, sur la porte actuelle, mais la porte donc, qui a été percée plus tardivement. Donc il y avait sur le côté sud la porte d'entrée de la synagogue avec l'ancien tympan dont nous est conservé le fragment. Cette porte a été abandonnée. Une seconde porte a été percée qui était donc plus basse et qui permettait... le plafond a pu ainsi être monté par-dessus cette porte. Vous aviez bien vu que les corbeaux traversaient cette ancienne porte. Donc la porte originelle était trop haute pour les plafonds, donc il a fallu l'abandonner, construire une nouvelle porte. Donc cette porte date a daté postérieurement à la synagogue. Mais un graffiti subsiste d'un homme donc clairement surmonté d'un chapeau juif. La question de se poser, donc, qui est l'auteur de ce graffiti ? Est-ce une pierre utilisée en réemploi ? Je pense personnellement, vu que le savoir concernant ce bâtiment, l'utilisation de ce bâtiment n'a jamais été perdu. Les Roufakois savaient toujours que ce bâtiment était donc la Judenschule, l'ancienne synagogue. Je pense qu'un curieux à visée artistique un jour a décidé d'inscrire ce profil peut-être en honneur de ce passé extraordinaire de ce bâtiment. Voilà, merci beaucoup.